Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Jean-Michel Gastonguay, je suis professeur de physique, d'astronomie et de sciences de la Terre au Centre d'études collégiales en Charlevoix et je vais vous présenter aujourd'hui la géologie de Charlevoix et j'ai travaillé cette présentation-là à l'aide de mon collègue Pierre Verpalst, qui est docteur en géologie, autrefois à l'emploi du ministère des Ressources naturelles, mais maintenant il est retraité. Le Centre d'études collégiales en Charlevoix a vraiment décidé d'investir depuis plusieurs années dans la culture scientifique dans la région. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on travaille à vous faire comprendre la géologie de la région et aussi qu'on veut amener la région à être ultimement reconnue comme un géoparc mondial UNESCO. Donc, je commence très général en vous disant que la géologie, c'est l'étude de la Terre et plus particulièrement de la partie solide de la Terre sur laquelle on se trouve, donc la croûte terrestre, mais aussi de la partie supérieure du manteau. Donc ça, c'est une vue en coupe de la planète. Le manteau, là, c'est vraiment la partie ici dans laquelle la roche est en fusion partielle, elle est solide, pâteuse. Alors, il y a certains déplacements qui se font dans le manteau et c'est ce qui va engendrer certaines fissurations euh, en différents morceaux qu'on appelle les plaques tectoniques de la croûte terrestre et aussi des mouvements de ces plaques-là. C'est vraiment dû au fait qu'il y a des mouvements de convection dans le magma qui constitue la croûte terrestre. Pas la croûte terrestre, pardon, mais le manteau. On pourrait comparer la géologie un peu à la boulangerie. Je vous apprendrai pas aujourd'hui qu'il y a toutes sortes de pains. Alors, les différentes sortes de pains n'ont pas tous les mêmes ingrédients. C'est pas toujours les mêmes étapes à suivre pour avoir ces pains-là. Puis aussi, ils n'ont pas tous le même mode de cuisson. Donc, la géologie, c'est un petit peu la même chose. En géologie, les roches n'auront pas toujours les mêmes ingrédients, elles n'auront pas subi toutes les mêmes étapes pour en arriver au stade où est-ce qu'elles sont aujourd'hui. Et on va voir que la cuisson, entre guillemets, c'est un processus qui est quand même assez important pour comprendre les roches qu'on trouve aujourd'hui. Première chose, puis c'est pas important d'apprendre les chiffres qui sont là, mais une chose qui est quand même assez surprenante, c'est que l'oxygène, c'est l'élément chimique le plus abondant dans la croûte terrestre, avec 46,6% de la matière qui est de l'oxygène. Le silicium est le deuxième avec 27,7%, aluminium, fer et ainsi de suite, et vous voyez que les proportions diminuent tout le temps. Donc, l'oxygène n'est pas juste dans notre atmosphère, puis là, je vais aller chercher de vos connaissances du secondaire lorsque vous avez vu le tableau périodique. Alors, les éléments chimiques sont classés en fonction du nombre de protons qu'ils ont dans leur noyau. Donc, ça commence avec l'hydrogène qui en a un seul, l'hélium qui en a deux, et ainsi de suite. Donc, l'oxygène en a 8, le silicium en a 14, aluminium 13, et là, on va voir les différents éléments que je vous ai ciblés tout à l'heure, calcium, sodium et aussi potassium. Donc, ces différents éléments chimiques-là, euh, ils sont les constituants majeurs de la croûte terrestre. Donc, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des autres, mais ils sont en moins grande proportion. Il faut comprendre que ces atomes-là, dépendamment des autres atomes avec lesquels ils vont s'allier, ça va donner naissance à ce qu'on appelle des molécules. Et ces molécules-là, sous forme solide, vont avoir des noms qu'on appelle les minéraux. Donc, il faut vraiment avoir les minéraux comme les ingrédients qu'on va mélanger ensemble, puis ultimement, c'est ce qui va nous donner les roches. Il y en a des classiques des minéraux. C'est clair que vous avez déjà entendu parler du quartz. Alors ça, c'est un atome de silicium avec deux atomes d'oxygène. La calcite, qui sont les veines blanches qu'on peut voir dans certaines roches sédimentaires de la région. Calcium, carbone, oxygène. Donc, ça, c'est des molécules relativement simples, mais c'est clair que quand on s'en va dans des minéraux qui sont plus complexes, les feldspaths peuvent avoir des combinaisons de différents éléments chimiques avec de l'oxygène, la biotite, la muscovite. Donc, vous voyez, ça peut vraiment donner des molécules très, très complexes. Donc, je n'irai pas dans le trop complexe non plus aujourd'hui. Ce que je voulais surtout que vous reteniez, c'est que les roches sont constituées de minéraux.
Comme par exemple, ici, on a un morceau de granit qui vient du secteur de Saint-Fidèle. Et dans le granit, les minéraux qui sont plus roses, ce sont du feldspathe. Les minéraux qui sont plus grisâtres sont du quartz. Et les minéraux qui sont plutôt noirs sont de la grande famille des micas, plus particulièrement de la biotite. Donc, il faut aussi comprendre que les roches, ça ne se forme pas instantanément et que toutes les roches n'ont pas le même processus non plus de formation. Donc, admettons qu'on serait dans une partie de la Terre où est-ce qu'il y a du volcanisme. Donc, il faut comprendre que dans le manteau, il y a du magma qui peut être sous forme d'une genre de poche qu'on va appeler une chambre magmatique et le magma peut se retrouver jusqu'à la surface. Et à ce moment-là, lorsque le magma va sortir, on va dire que c'est de la lave et il va se refroidir. On peut aussi avoir du matériel qui est soulevé dans l'atmosphère par le volcan. Alors, ça va être toutes sortes de poussières, de cailloux qui vont retomber au sol. On appelle ça des retombées pyroclastiques. Et là, quand je vous présente ça, je ne vous présente pas ça spécifiquement pour Charlevoix. Je fais juste vous dire en général sur l'ensemble de la Terre. Il faut aussi comprendre que la Terre est un environnement très dynamique à la surface. Hein. On sait qu'il y a de la pluie, du vent, de la neige, il y a eu des aires glaciaires, il y a toutes sortes de choses qui vont arracher du matériel à la surface pour le déplacer ailleurs. C'est un processus qu'on appelle l'érosion. L'érosion implique un transport. Donc, il y a du matériel qui va être arraché de certains endroits, de certains continents, et qui va être transporté ailleurs. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des dépôts qui vont se faire, en particulier en milieu marin. Alors, on appelle ça des dépôts de sédiments. Avec les millions d'années, avec la pression qui augmente tout le temps parce que les couches sont de plus en plus épaisses, on va finir par assister à la naissance de roches qu'on appelle les roches sédimentaires. Donc, c'est des roches qui vont être par plaques. On va en reparler tout à l'heure parce qu'on en retrouve quand même pas mal dans Charlevoix. Mais c'est sûr que cet enfouissement-là des roches avec les millions d'années. Puis là, c'est important. En géologie, il y a toutes sortes de choses vraiment incroyables qui se passent, mais il ne faut vraiment, vraiment pas être pressé. Alors, des centaines de millions d'années en géologie, là, c'est une échelle de temps complètement raisonnable. Il ne faut pas réfléchir en l'âge l'espérance de vie, admettons, d'un humain de 80 quelques années, ce n'est pas une durée suffisamment longue en géologie. Donc, je reviens à mes roches sédimentaires qui sont enfouies. Alors, à un moment donné, en étant en profondeur, puis là, je peux parler de kilomètres de profondeur, alors à ce moment-là, la pression augmente, la chaleur augmente et ces roches-là vont être transformées. On appelle ça le métamorphisme, le fait de transformer des roches. Donc, on va ultimement, si on retrouve de ces roches-là à la surface plus tard, ben, on va retrouver des roches qui sont métamorphiques. À d'autres endroits, on peut retrouver des roches qui feraient partie d'une chambre magmatique et qui se sont refroidies tranquillement en profondeur. Et les processus d'érosion vont avoir usé le dessus, puis des centaines de millions d'années plus tard, on peut retrouver de ces roches-là. Ces roches-là, on les appelle les roches ignées. Donc, I-G-N-E-E-S. Ça, dans le fond, ce sont les trois grandes familles de roches qu'on va retrouver à la surface de la Terre. Les roches ignées, qui sont du magma qui s'est solidifié relativement tranquillement. On les appelle les roches ignées intrusives. Les roches ignées extrusives sont celles qui sont éjectées par les volcans. On n'en a pas vraiment dans Charlevoix parce qu'il c'est pas volcanique Charlevoix, mais il y a des endroits dans le monde où c'est que ça. Il y a des roches sédimentaires, puis il y a aussi des roches qui ont été transformées par la chaleur, la pression, qu'on appelle les roches métamorphiques. Donc, avec d'autres diagrammes, je présente un petit peu la même chose, mais on peut voir, regardez, les roches ignées extrusives, les roches ignées intrusives, hein, avec du magma qui s'est refroidi en profondeur. Donc ça, c'est un type de roche assez classique et on va en retrouver des roches ignées intrusives dans Charlevoix. Les roches sédimentaires, elles, comme le nom le dit, ce sont des sédiments. Donc on parle d'érosion, on parle de ruissellement, d'eau qui va arracher du matériel. Ça peut être des glaciers, parce qu'il y a eu beaucoup d'époques glaciaires depuis la formation de la Terre. Alors ces sédiments-là vont finir par se réunir dans les fonds marins,
vont se déposer par couches, puis ultimement, ça va se transformer en des roches en couches, on appelle ça des strates, qui sont des roches sédimentaires. Et les roches métamorphiques, elles, sont des roches qui ont été transformées. Et comment est-ce qu'elles peuvent être transformées? Ben, c'est parce qu'étant donné que la croûte terrestre se déplace, puis je vais vous en reparler dans quelques instants, ben, les roches vont parfois retourner en profondeur sur des millions d'années. Et en retournant en profondeur, elles vont subir de la chaleur, de la pression, puis ça va avoir tendance à les transformer à ce moment-là. Donc, on appelle ça du métamorphisme. C'est pour ça qu'on dit des roches métamorphiques. Le monsieur que vous voyez à l'écran, qui est malheureusement décédé en 2019, est monsieur Jean Rondeau, qui est aussi docteur en géologie. Et c'est vraiment lui qui a fait le sérieux débroussaillage de la géologie de Charlevoix dans les années 60, dans les années 70. C'est d'ailleurs lui qui a trouvé que Charlevoix était un ancien cratère d'impact météoritique. Je vais en reparler tout à l'heure. Donc, ça prenait des personnes comme ça pour pouvoir dresser des cartes géologiques de l'ensemble du Québec. M. Rondeau a travaillé à différents endroits, mais en particulier dans Charlevoix. Là, ce que je vous montre là, c'est une saisie d'écran de ce qu'on appelle le Système d'information géominière du Québec, ou CIGEOM. Si vous écrivez dans Google, admettons, CIGEOM carte interactive, vous allez tomber exactement sur le site où je suis et vous allez voir, c'est très, très intéressant parce que justement, on peut afficher à l'aide du petit onglet qui est ici en haut à gauche, plusieurs types d'informations qui vont se superposer à une carte de base que moi j'ai sélectionnée comme étant l'imagerie aérienne du gouvernement du Québec. Donc, ce qu'il faut saisir pour tout de suite, c'est que toute la partie au nord du fleuve Saint-Laurent, ben pas toute, mais une grande partie de du nord du fleuve Saint-Laurent, c'est ce qu'on appelle le bouclier canadien. C'est ce que vous voyez en genre de caramel, beige, mauve. Et plus on s'en va vers le nord du Québec, plus le bouclier canadien il est vieux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une province géologique. En géologie, ils vont encore plus spécifiques, ils appellent ça la province de Grenville, la province du supérieur, ainsi de suite. Nous autres, on va appeler ça le bouclier canadien pour garder les choses simples. On peut voir en turquoise aussi ce qu'on appelle les basses terres du Saint-Laurent. Les géologues l'appellent la plateforme du Saint-Laurent. Et là, ça commence à être intéressant parce que vous voyez, Charlevoix, hein, on est comme dans le caramel dont je disais tantôt, couleur caramel. On voit aussi du turquoise des basses terres du Saint-Laurent, tout comme on peut voir aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'autre chose qui est particulière, l'autre province géologique du Québec, et ça s'en va dans le Maine, Nouveau-Brunswick, c'est ce qu'on appelle les Appalaches. Donc, toute la rive sud, l'île aux Coudres, je vais y revenir, des parties, la majeure partie de l'île d'Orléans, la haute ville de Québec, appartiennent à une autre province géologique qu'on appelle les Appalaches. Quand je dis une province géologique, ça pour les géologues, ça veut dire des endroits sur Terre qui n'ont pas la même origine géologique que d'autres endroits. Ils vont vraiment les subdiviser en grandes parties qu'on appelle les provinces géologiques. Alors, si on s'en vient un petit peu plus proche de Charlevoix, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour la région, dans Charlevoix, il y a présence de 3 grandes provinces géologiques. Donc, on parle du bouclier canadien. Les parties turquoises appartiennent à ce qu'on appelle les basses terres du Saint-Laurent et l'île aux Coudres appartient aux Appalaches. Donc, si on s'en vient encore un petit peu plus proche, on le voit avec davantage de détails. La vallée de la rivière Malbaie allait jusqu'à Clermont, dans le coin de la vallée de la rivière du Gouffre jusqu'à Baie-Saint-Paul, Cap-aux-Oies, Saint-Irénée, tout ce secteur-là, puis aussi certaines petites parties de l'arrière-pays dans le secteur de Saint-Urbain sont aussi des roches sédimentaires qui appartiennent aux basses terres du Saint-Laurent. Puis l'île aux Coudres qui, elle, appartient aux Appalaches. Ici, c'est un peu les mêmes choses qui sont présentées, mais avec un peu moins de détails. En rose, on a le bouclier canadien. En bleu, les basses terres du Saint-Laurent ou plateforme du Saint-Laurent. D'ailleurs, l'île d'Anticosti appartient aussi à la même unité géologique. Et les Appalaches. Alors, ce qu'on a, c'est une coupe juste un peu au nord-est de Québec. Et il faut comprendre, puis là, je vais vous le montrer tantôt avec des animations, que les Appalaches sont des roches qui se sont vraiment avancées sur le bouclier canadien le long d'une faille
et qu'on appelle la faille Logan. Alors, les Appalaches se sont vraiment avancés et ont embarqué par-dessus le bouclier canadien. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la faille Logan. On a tendance des fois à penser que les failles sont toujours à la verticale, mais ce qui n'est pas le cas. Là, cette faille-là, elle est même presque à l'horizontale. Ce sont vraiment les roches des Appalaches qui se sont avancées grâce au mouvement tectonique sur le bouclier canadien et ça va avoir vraiment trimballer aussi des roches des basses terres du Saint-Laurent qui sont comme coincées, si on veut, entre les deux. Donc ça, c'est un petit peu difficile à s'imaginer. Ce sont des processus qui se font sur des centaines de millions d'années. C'est ce que je vais vous montrer bientôt. Donc, M. Rondeau a travaillé beaucoup à la géologie de Charlevoix. Ce que je vous montre là, c'est une carte géologique générale de la région de Charlevoix. Si vous allez vous amuser sur le CIGEOM, à chaque fois que vous allez cliquer sur une couleur, il va vous apparaître les informations sur cette zone-là. Mais sachez que la géologie peut être détaillée, et là, vous voyez que ça commence à être plus coloré, plus complexe comme dessin. Puis regardez spécifiquement pour la partie astroblème de Charlevoix. Alors ici, c'est Lamalbaie, ici, c'est Baie-Saint-Paul. Vous reconnaissez les Locoudes, ça, c'est le secteur de Cap-aux-Oies. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment des couleurs un peu partout. Alors, ça nous permet d'identifier quel type de roche on va avoir à quel endroit. Ici, pour vous donner une idée, c'est le secteur de Cap-à-l'Aigle. Alors, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de couleurs différentes le long du fleuve dans le secteur Cap-à-l'Aigle. C'est d'ailleurs pour ça que nous offrons des activités de découverte de la géologie dans ce secteur-là. C'est parce qu'à marée basse, on a accès à différents affleurements rocheux, ce qui fait que c'est très intéressant au niveau géologique. Pour comparer, je vous montre le secteur de Cap-aux-Oies. Donc, le Cap-aux-Oies qui est juste ici. Dans ce coin-ci, c'est Cap-à-la-Corneille. L'Anse-au-Sac se trouve être dans ce coin-ci. Et aussi, si on s'en va voir du côté de Baie-Saint-Paul et de l'île aux Coudes, vous pouvez voir les différentes couleurs qui représentent des types de roches différents. Donc, sans rentrer dans tous les détails, ce que je voulais, c'est que vous réalisiez qu'on connaît vraiment très bien la géologie, donc le sous-sol de Charlevoix. Maintenant, je reviens à beaucoup plus général parce que quand je me suis vraiment intéressé à la géologie quand j'étais à l'université, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on voit la géologie d'une manière très générale pour l'ensemble de la planète et qu'ensuite, ça nous permettait de nous aider à comprendre qu'est-ce qui peut se passer localement, comme par exemple ici dans Charlevoix. Première chose, c'est que la croûte terrestre, c'est un peu comme si vous aviez pris une orange et que vous l'aviez pelée en une quinzaine de morceaux de différentes tailles et que vous les remettiez en place. Alors, si vous travaillez un peu votre orange, ben, il va y avoir du jus qui va sortir de certains endroits. Il va y avoir des plaques, des morceaux de la croûte de l'orange qui vont avoir tendance à se déplacer les uns un peu par rapport aux autres. Alors, la croûte terrestre, c'est ce qui se passe. Il y a certains endroits où les morceaux s'éloignent les uns des autres. Et ça, c'est vrai de ce qu'on appelle la dorsale médio-atlantique. Donc ça, c'est vraiment une zone où il y a une grande fracture dans le fond de l'océan Atlantique et les deux morceaux de croûte terrestre du côté plus à l'est, disons sur ma carte, et du côté, plus à l'est et plus à l'ouest, ont tendance à s'éloigner les uns des autres. Donc, quand on regarde la forme de l'Amérique du Sud et qu'on regarde la forme de l'Afrique, hein, on se rend compte que ça peut vraiment ressembler un peu à des morceaux de casse-tête. Donc, tout ça, ce n'est pas dû au hasard. Les morceaux ont déjà été beaucoup plus proches les uns des autres. On va le voir justement là. Donc, je vais vraiment mettre l'accent sur l'Amérique du Nord pour cette partie-là de présentation. Donc, pour se situer, Charlevoix, c'est ici. Et on a donc le Québec, la baie du Thon ici, on voit le Canada. Donc, les petites lignes noires que vous pouvez voir, c'est le tracé des provinces et des États des États-Unis actuellement. On a le Groenland ici, on a la Nouvelle-Écosse ici, la Gaspésie, donc j'espère que ça vous situe quand même pas mal. Donc, évidemment, nous autres, on va tout le temps avoir un œil sur Charlevoix puisque c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui. Les images que je vais utiliser sont de Colorado Plateau Geosystem du professeur Ron Blakey.
Donc, si vous voulez avoir accès à ces images-là, vous avez juste à taper Colorado Plateau Géosystème sur Google, puis vous allez pouvoir trouver ces images-là, qui sont le fruit d'années et d'années d'efforts de différents géologues qui ont étudié plein d'endroits sur la planète et avec toutes les informations qu'ils ont récupérées, ils ont été capables de se donner une bonne idée de l'histoire ancienne de la planète Terre. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est la tectonique de plaques, c'est le mouvement des plaques tectoniques telles que les géologues l'ont pas mal imaginé en fonction de ce qu'on a observé sur le terrain aujourd'hui. Donc, il y a 550 millions d'années, c'est une époque que les géologues appellent le Cambrien, donc on était au début du Cambrien. Donc, première chose que je veux que vous compreniez, c'est que on peut voir ici le Québec. On ne peut pas voir la Gaspésie, Nouveau-Brunswick, tout ça, parce que ça n'existait pas encore. On ne peut pas voir non plus la côte ouest du Canada, l'Alaska, la Californie, tout ça, ça n'existait pas encore. Et l'autre chose qui est particulièrement intéressante, on a ici des débuts de la future Europe qui sont là, des débuts de la future Scandinavie. Alors, autre chose que moi je trouve vraiment très fascinante, c'est que ça ici, là, c'est l'équateur. Donc, on peut voir qu'on était au sud de l'équateur il y a 550 millions d'années. Une chose vraiment incroyable, c'est que les continents se déplacent à peu près à la même vitesse que vos ongles poussent, de quelques centimètres par année. Mais ça, quelques centimètres, répartis sur des centaines de millions d'années, on va se rendre compte que les continents, sur 550 millions d'années, se sont déplacés de milliers de kilomètres, littéralement. Alors ça, c'est quelque chose qui est difficile à s'imaginer parce que c'est un processus extrêmement lent, mais sur des centaines de millions d'années, ça donne un résultat qui est vraiment hyper spectaculaire. Donc, on avait à cette époque-là un océan que les géologues appellent Iapetus et un autre continent qu'on appelle le Gondwana. Donc, on va maintenant aller voir des roches de Charlevoix qui appartiennent au premier continent, le Laurentia, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, on est à Saint-Hilarion, pas tellement loin de la Syrie, sur le chemin quartier là, qui s'en va vers les éboulements. Donc, ce sont des charnokites qui sont dans ce coin-là. Ça a été cassé par une pelle mécanique, là, puis par du dynamitage lors de la construction de la route. Donc là, on est vraiment dans de la roche qu'on appelle du bouclier canadien, donc qui constitue la majorité du territoire de Charlevoix. C'est d'ailleurs là où M. Jean Rondeau a découvert les fracturations dans la pierre en forme de cône, qui ne sont pas si évidentes, mais qui, pour un géologue, le sont, et qui venaient donner une explication au territoire de Charlevoix, à sa forme, donc l'explication météoritique. La charnokite, il y en a beaucoup dans Charlevoix. Si vous allez dans le parc des Hautes-Gorges, l'acropole des Draveurs, c'est fait de charnokite. C'est une roche très classique de la région de Charlevoix. Si vous allez dans le coin des palissades, donc en passant par Saint-Siméon, si vous en allez vers le Saguenay, les palissades sont des granites gneissiques, donc des roches ignées qui ont subi un petit peu de métamorphisme. Elles appartiennent vraiment, elles aussi, au bouclier canadien. Ce sont des très vieilles roches. Puis, sans rentrer dans les fins détails, dites-vous que les roches du bouclier canadien dans Charlevoix, elles ont au moins 900 millions d'années. Et il y en a des plus vieilles. Mais quand on dirait là qu'on est dans les alentours d'1 milliard d'années, là, je pense qu'on ne se trompe pas tellement, parce qu'il y en a qui sont un peu plus vieilles, il y en a qui sont un petit peu plus jeunes. Mais de dire que les roches charlevoisiennes du bouclier canadien ont à peu près 1 milliard d'années, on ne se trompe pas beaucoup. Alors ici, on est au sommet du Mont du Four, qui est accessible par la ZEC des Martres, un super bel endroit. Ici, ce qu'on voit, c'est le mont du lac des Cygnes, avec le Pioui, la boucle du lac Pioui qui est juste ici. Donc, c'est un super bel endroit pour pouvoir observer un autre type de roche qui appartient au bouclier canadien et on appelle ça l'anorthosite. Tout ce secteur-là, pour les géologues, il s'appelle les anorthosites de Saint-Urbain. On peut voir maintenant ici, on est sur le bord du fleuve, dans le secteur de Pointe-au-Pic, pas tellement loin du Fairmont, le manoir Richelieu. Alors, on peut voir encore des roches du bouclier canadien. Sur le dessus, on a du quartzite et en noir, en dessous, on a ce qu'on appelle de l'amphibolite. Donc, ça aussi, ce sont de vieilles roches et celles-là sont des roches métamorphiques.
elles ont subi des transformations. Juste à voir les inclusions de roches blanches dans la noire, on voit que c'est une roche qui a souffert, c'est une roche qui a eu comme des infiltrations de roches liquides à travers elle-même. Donc, c'est vraiment un secteur qui est vieux, qui a subi de la chaleur, de la pression. On est dans le bouclier canadien, clairement. Le bouclier canadien, ça s'étend jusque dans la pointe la plus au nord du Québec. Donc, c'est vraiment des parties du continent originel, le Laurentien. Ici, on est à l'extrême nord-est de Charlevoix. On est à Pointe-Noire, le site du Centre d'interprétation et d'observation de Pointe-Noire. Alors, on peut voir des veines de roches roses et grises dans l'ensemble de la pierre. On est dans des gneiss qui sont des roches métamorphiques, qui sont aussi très anciennes. On est clairement dans le bouclier canadien dans ce secteur-là aussi. Donc, la partie d'eau que vous voyez devant, c'est le Saguenay. De l'autre côté, juste ici, c'est Tadoussac. Donc, on est près de l'endroit où est-ce qu'on va prendre la traverse. Cette image-là nous présente un secteur de Cap-à-l'Aigle. On les appelle les paragneiss, ces pierres-là. Donc, ce sont d'anciennes roches sédimentaires, mais qui ont subi beaucoup de métamorphismes, de la chaleur, de la pression. Il y a des veines de feldspathrose qui sont venues s'introduire à travers tout ça. Donc, c'est encore une fois des roches qui ont souffert et qui appartiennent au bouclier canadien. Bon. Donc ça, c'était des exemples. Je voulais vous montrer des vieilles roches de Charlevoix qui appartiennent au bouclier canadien. Maintenant, on va vraiment voyager dans le temps. On est rendu il y a 510 millions d'années. L'océan Iapetus est de plus en plus large. Et là, on commence vraiment à voir des îles qui se forment dans cet océan-là. Autre chose qui est importante de réaliser, quand on regarde dans le secteur de Charlevoix, à cette époque-là, on était sous l'eau. Qui dit on est sous l'eau, dit formation de roches sédimentaires par des dépôts justement de sédiments dans le fond. Donc, on continue. Il y a 500 millions d'années, fin du Cambrien, donc vous pouvez voir qu'encore une fois, on est dans l'eau. Et là, vous pouvez voir que l'arc d'île, on appelle ça un arc insulaire, et qui avait clairement des roches volcaniques dans tout ça, donc des volcans en éruption qui perçaient l'océan, comme on en voit à plusieurs endroits encore sur Terre, à cause qu'ils n'étaient pas sur la même plaque que l'Amérique du Nord future, eh bien, ils pouvaient justement s'avancer vers nous. Donc, cet arc volcanique insulaire-là, c'était vraiment ce qui s'en venait vers notre Laurentia. C'est ce qui va devenir les Appalaches. J'en reparle dans quelques instants. Alors, ici, il y a 470 millions d'années, on était encore sous l'eau. On continue à avoir des sédiments qui se déposent et c'est là où on va avoir le bon contexte pour pouvoir créer les roches sédimentaires de ce qu'on appelle les basses terres du Saint-Laurent ou la province géologique de la plateforme du Saint-Laurent. C'est le début d'une période qu'on appelle l'Ordovicien et dans Charlevoix, on peut encore aujourd'hui observer plein de ces roches sédimentaires-là. Donc ici, ce qu'on voit au loin, c'est le Cap Martin. Donc, c'est comme si on était au nord-est un peu de Saint-Joseph-de-la-Rive. Donc, on peut voir des roches en strates, des roches en couches qui sont toutes les unes par-dessus les autres avec un certain angle. Alors, ce sont des roches qui appartiennent aux basses terres du Saint-Laurent. Ici, on est dans le secteur de Cap-à-l'Aigle. Ça, c'est ce qu'on appelle le cap à la baleine. Et on peut voir encore une fois une grosse falaise qui est constituée de roches tout en couches empilées les unes par rapport aux autres, par-dessus les autres, pardon. Selon les écrits de M. Rondeau, cette falaise-là a une différence de 15 millions d'années d'âge. Entre le haut et le bas de la falaise, les roches du bas sont 15 millions d'années plus vieilles que celles du haut. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ici, on est dans le secteur, encore une fois, du Cap Martin, dans le sentier qui part de la ferme Éboule-Montaise. Donc, en descendant, on peut vraiment voir les roches en couches empilées les unes par-dessus les autres. Donc, ce sont des roches, des calcaires qui appartiennent aux basses terres du Saint-Laurent. Donc, des pierres qui datent de 500, 475 millions d'années, quelque chose comme ça. Ce sont des roches qui appartiennent à l'Ordovicien, donc une ancienne époque géologique. Puis on peut même voir que ça a travaillé. Je vous en ai parlé tout à l'heure, l'avancée des Appalaches, donc les îles volcaniques avec les fonds marins qui s'avancent à l'époque.
vers le bouclier canadien, bien, ça va faire que ces roches-là, des basses terres du Saint-Laurent, vont se faire charrier, puis des fois, elles vont monter sur le bouclier canadien. Puis à des endroits comme au Cap-Martin, elles ont des angles là, quand même assez impressionnants, là, genre 70 degrés ou quelque chose comme ça. Là. Donc, c'est très, très spectaculaire ce qu'on peut observer comme transformation, comme réorientation que les roches sédimentaires ont subi dans ce secteur-là. Donc, il y a 450 millions d'années, début de la chaîne taconienne. Donc là, les roches dont je vous ai parlé tantôt, créées par les îles volcaniques, puis aussi les sédiments qui étaient dans l'océan, continuent de s'avancer vers le bouclier canadien. Donc, c'est le début de ce qu'on appelle la chaîne taconienne. C'est les Appalaches. C'est la rive sud qui commençait à se créer. Il y a 430 millions d'années. Regardez ça, c'est quand même assez impressionnant. Le Baltica, c'est un continent qui plus tard va devenir l'Europe. Donc, on va continuer de regarder ça pendant que l'océan Iapetus, lui, se referme. Le continent Baltica, beaucoup plus petit, va venir rentrer en collision avec le Laurentia, donc notre embryon d'Amérique du Nord. Il y a 420 millions d'années, l'océan Iapetus se referme et les géologues appellent l'océan Réique celui qu'on retrouve vraiment dans cette direction-ci. Quand on regarde l'île aux coudres, excusez, je cherchais le nom, quand on regarde l'île aux coudres, alors on est en train de regarder des anciens fonds marins qui étaient à des milliers de kilomètres d'ici au départ, au moins des centaines de kilomètres, et qui se sont avancés vers le bouclier canadien. Donc, on peut voir vraiment des fines couches de sédiments, puis eux aussi sont orientés de différentes manières sur l'île aux coudres. Donc, l'île aux coudres qui appartient justement aux Appalaches, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, les roches de l'île aux coudres n'ont pas la même origine que les roches sédimentaires des basses terres du Saint-Laurent, puis encore moins la même origine que les roches de la côte nord hein, qu'on appelle le bouclier canadien. Donc, la collision de Baltica a créé une chaîne de montagnes à l'époque dans ce secteur-ci, et là, on voit vraiment qu'il y a d'autres collisions qui se forment dans ce secteur-ci et qui vont vraiment avoir tendance à écraser les Appalaches contre le bouclier canadien et à ramasser les basses terres du Saint-Laurent entre les deux. Bang! Il y a 400 millions d'années, c'est le moment où on va avoir aussi l'impact météoritique sur Charlevoix. On peut s'imaginer qu'à l'époque, cet impact-là, d'une météorite d'environ 4 km et demi qui nous aurait frappé à une vingtaine de kilomètres à la seconde, cet objet-là, lorsqu'il nous a frappé toute son énergie, a vraiment transformé le paysage. Alors ça, c'est ce de quoi devait avoir l'air Charlevoix à l'époque suite à l'impact. Donc, on parle vraiment d'un cratère assez impressionnant d'environ 54 km de diamètre avec une montagne en plein centre. Ce qui en reste aujourd'hui, c'est le mont des Éboulements qui est juste derrière le village des Éboulements. Alors, tantôt, on va en reparler un peu plus en détail parce que il y a 400 millions d'années d'érosion qui se sont passées depuis le moment où Charlevoix avait l'air de ça. Donc, c'est pour ça que c'est pas aussi évident aujourd'hui sur le territoire que on était un ancien cratère d'impact météoritique aussi, entre guillemets, beau que celui-là que je vous montre sur la Lune, qui est une photo de la NASA. Ici, ce qu'on peut observer, c'est là où on en était il y a 385 millions d'années. Donc, on était encore au sud de l'équateur. Le Laurentia Baltica était un continent et on voit ici un autre morceau de continent qui commence à s'avancer de plus en plus. Donc, il y a 360 millions d'années et là, vous voyez l'océan se referme entre les deux et à un moment donné, il y a 325 millions d'années, on commence à avoir une collision entre le Gondwana et nous, le Laurentia. Et on va se retrouver, il y a environ 290 millions d'années, 300 millions d'années, avec un immense continent que les géologues ont appelé la Pangée. Une partie de ce qu'allait devenir l'Europe était collée avec nous, de l'Amérique du Nord, grosse chaîne de montagnes entre les deux, Amérique du Sud ici et Afrique aussi qui était collée avec nous. Donc, 290 millions d'années, et là, on va continuer de se rapprocher du moment actuel et surveiller ici, tranquillement, pas vite,
les continents commencent à se briser. La Pangée commence à se séparer. Il y a 245 millions d'années, on était maintenant rendu au nord de l'équateur, mais pas tant que ça. Donc, il faisait relativement chaud, du moins astronomiquement parlant, on avait une bonne position pour qu'il fasse relativement chaud ici. Il y a 230 millions d'années, 210, et là, vous allez voir, bang, l'impact météoritique sur Manicouagan qui se fait il y a environ 210 millions d'années. On continue et on va voir que ici, on a presque l'ouverture de ce qui va ultimement devenir l'océan Atlantique et on pense que ça s'est fait il y a environ 170 millions d'années. Donc l'océan Atlantique commence à s'ouvrir, c'est vraiment qu'il y avait des apports de magma entre les deux gros morceaux de plaques tectoniques et là, ça faisait en sorte que les plaques se sont séparées et ont commencé à se séparer comme ça. Donc l'ouverture de l'océan Atlantique il y a 170 millions d'années, il y a 150 millions d'années, tranquillement, pas vite, vous devez commencer à reconnaître un peu l'Amérique du Nord telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et là, surveillez, du côté de l'ouest, on a eu des zones qui étaient sous l'eau pendant des millions d'années. Alors, qui dit sous l'eau dit formation de roches sédimentaires. C'est plein de roches sédimentaires dans ces secteurs-là. Et là, on commence à voir des îles qui autrefois étaient faites de fond marin, mais qui ont été charriées vers le continent, qui vont venir rentrer en collision. Alors, on commence vraiment à voir la formation des montagnes rocheuses qui se fait dans la partie ouest du continent. On peut voir plein de petits points un peu partout. Ce sont vraiment des volcans. Il en reste encore plein aujourd'hui. La chaîne des Cascades, dont le fameux mont Sainte-Hélène, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est entré en éruption en 1980, mais c'est plein de volcans qui s'étirent jusqu'au Mexique. L'Alaska est pleine de volcans. Il y a des anciens volcans aussi sur la côte ouest du Canada. Donc, les montagnes rocheuses se créaient tranquillement pas vite. C'est une chaîne de montagnes relativement jeune. Quand on compare ça aux roches du Québec qui ont 1 milliard d'années, les rocheuses canadiennes au niveau géologique, c'est très très jeune. Il y a 65 millions d'années, bang, un autre impact météoritique, encore plus important celui-là. On parle d'un astéroïde qui avait peut-être 15 km de diamètre, qui est venu frapper dans ce qui va devenir plus tard ce qu'on appelle la péninsule du Yucatan. Et c'est à ce moment-là où les changements climatiques ont mis fin au règne des dinosaures suite à l'impact justement de cette météorite-là. Bon, c'est plus complexe que ça, je le résume. Il y a aussi eu des bons épisodes volcaniques dans ces époques-là, mais disons que c'est l'impact météoritique qui a sonné le glas des dinosaures à l'époque. Remarquez que la Floride n'existait pas encore, c'était sous l'eau à l'époque, et vous voyez l'embryon de Cuba là, qui est dans ce coin-là. Et on va continuer notre voyage dans le temps. On se rapproche de plus en plus de l'âge actuel, et là, on peut voir les arcs d'îles qui se font ici dans ce qui va devenir ultimement l'Alaska. La Colombie-Britannique, Californie, Oregon, Washington, donc tout ce secteur-là va continuer de se créer et on finit par arriver à presque aujourd'hui. Alors, on va voir la dernière ère glaciaire, il y a 15 000 ans. Une grande partie du Canada était sous la glace, mais on sait que c'est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire de la Terre. Mais ça, c'est pour montrer la dernière ère glaciaire, pour en arriver avec l'Amérique du Nord telle que nous l'avons aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous permet de réaliser que le continent, c'est extrêmement vaste et qu'il y a eu des changements à très, très grande échelle. Donc oui, on peut parler de la géologie spécifique de Charlevoix, mais ça s'inscrit dans un processus d'une taille incroyable. Donc, le fameux impact météoritique de Charlevoix, au lendemain, disons dans les années qui ont suivi l'impact, c'est clair que ça devait avoir l'air de ça. Mais l'érosion due au glacier, au vent, à la neige, à l'eau qui coule, la pluie, le ruissellement, tout ça, ça a vraiment eu tendance, avec les centaines de millions d'années, à arracher tranquillement, pas vite, couche par couche, le paysage de Charlevoix, à arrondir les montagnes
et à faire en sorte que le cratère d'impact météoritique ancien est plus difficile à détecter aujourd'hui. Mais voici ce qui en reste aujourd'hui. Alors ça, c'est une image radar de l'Agence spatiale canadienne. L'image d'avant, c'était une image de la NASA. Donc, voici ce qui reste de l'ancien cratère d'impact météoritique. Donc, vous avez reconnu la baie de la Malbaie. Donc, ce qui est en noir, c'est le fleuve Saint-Laurent. Les images radar, ça permet de voir le relief. Donc, c'est ça qu'on veut. Ici, c'est Baie-Saint-Paul. On a l'île aux Coudes qui est juste ici. Saint-Joseph-de-la-Rive. Ensuite de ça, le mont des Éboulements. Le mont des Éboulements, c'est vraiment le pointement central de l'astroblème de Charlevoix. C'est là où la météorite a frappé à l'époque, ce qui a creusé une immense dépression. Puis tout de suite après, les côtés se sont effondrés à l'intérieur du cratère qu'on appelle un cratère de transition et la montagne qui a remonté dans le centre, un peu comme quand on lance une pierre dans l'eau, hein, ça va faire floup, ça va remonter. Alors le mont des Éboulements, c'est vraiment la remontée centrale du fond du cratère suite à l'impact. Donc, on peut voir aussi un pourtour dans les montagnes qui a environ 54 km de diamètre. L'astroblème de Charlevoix, c'est le troisième plus grand au Canada derrière Manicouagan et Sudbury. Et c'est le 11e plus grand cratère d'impact météoritique au monde. Ceux qui font de la randonnée, ici, on a le mont du lac des Cygnes, ici, le mont du Four, le mont des Moréos et la Noyée qui est ici. Alors, ici, on voit une partie du parc national des Hautes-Gorges, avec l'acropole des Draveurs là, qui serait dans ce secteur-ci. Donc, ça vous donne une bonne idée de ce de quoi a l'air le territoire de Charlevoix. Ceux qui viennent de Saint-Aimé-des-Lacs, regardez, ici, c'est le grand lac, le petit lac qui se trouve à être juste ici. Saint-Hilarion se trouvera être à peu près ici, là, c'est difficile d'identifier exactement où. Saint-Urbain, c'est vraiment dans ce coin-ci. Donc, la route 138, elle se déplace comme ça. On descend vers Baie-Saint-Paul. On s'en vient ici, la côte à Matou, Saint-Hilarion. On s'en va ultimement vers Saint-Agnès qui est ici, Notre-Dame-des-Monts, Saint-Aimé-des-Lacs, Clermont est ici. On redescend la rivière, le long de la rivière vers la Malbaie. On peut continuer comme ça vers Cap-Alègue. Donc, ça devrait vous situer pas mal. Sinon, ben, la route du fleuve, hein, la route 362 qui va longer comme ça ici. Et à un moment donné, on va arriver sur le bord du fleuve, ici dans le secteur de Saint-Irénée. On va remonter dans le village. On arrive dans les hauteurs de Pointe-au-Pic, là où est notre observatoire. Et on va finir par ressortir sur le boulevard de Comporté à la Malbaie. Donc, ça devrait vous situer quand même pas mal. Et je conclus ma présentation en vous disant qu'on n'a pas fini de travailler à bien faire connaître l'origine de la région de Charlevoix, qui est vraiment, à notre sens, super importante. On travaille à faire reconnaître la région de Charlevoix à cause de son origine géologique vraiment spéciale. On veut que Charlevoix devienne ultimement un géoparc mondial UNESCO. Donc, on vise 2024 pour obtenir la labellisation UNESCO comme Géoparc mondial UNESCO de Charlevoix. Pour le moment, on continue à travailler avec des opérateurs sur le terrain, avec des partenaires sur le terrain. Vous allez vraiment en entendre parler dans les prochains mois, dans les prochaines années. Alors, on va vraiment travailler ensemble à mettre en valeur notre région avec toutes les belles activités qui se font sur le territoire, les belles entreprises qui font toutes sortes de choses très, très intéressantes. Nous, on va vraiment avoir un rôle éducatif dans tout ça et fédérateur. Donc, c'est ce qui met fin à la présentation que je voulais vous faire aujourd'hui. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller à astroblèmecharlevoix.org. Aussi, il y a une page Wikipédia qui est vraiment entretenue par nous, qui s'appelle Astroblème de Charlevoix. Donc, si vous voulez vraiment avoir quand même pas mal de détails sur ce qui s'est passé au niveau météoritique dans la région, eh bien, sur cette page-là, vous allez pouvoir être servi. Donc, la montagne qui est juste là, hein, n'a pas la même origine que le reste des montagnes de Charlevoix. C'est le fameux mont des Éboulements, le pointement central de l'astroblème de Charlevoix. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est clair que nous, dans les prochaines années, on va travailler à d'autres contenus qu'on pourra peut-être ajouter au fur et à mesure que les connaissances vont s'additionner. Mais pour cette année-ci, c'est la présentation générale sur Charlevoix. Sur ce, je vous dis à bientôt. Puis si vous voulez venir nous visiter, toutes les informations sont sur notre site web. Au plaisir.